Aujourd'hui, je vais te parler du vice caché dans le camping-car. Je vais parler de mon expérience personnelle de marchand de poids lourds, en tout genre, marchand de poids lourds. J'ai vendu aussi des motos, du temps où j'étais salarié dans un magasin, dans deux grosses concessions niçoises. On a eu des cas où, oui, en effet, on était obligé de considérer des choses qu'on n'avait pas vues ou qui sont survenues après la vente. Et souvent, on a tendance à les classer dans les vices cachés. J'ai envie de te parler de ça pour bien te donner les différences d'un vice caché et d'autres choses. Parce que voilà, il y a des gens qui pensent que parce qu'ils ont eu un tout petit pépin sur un véhicule, ils peuvent commencer à entamer des procédures et se faire rembourser le véhicule. On est très très loin de tout ça. Je vais essayer d'éclairer tout ça. Je vais me mettre des deux côtés, puisque oui, j'ai été des deux côtés, moi. Je vais relater mon expérience. Si toutefois toi, tu avais quelque chose à apporter à tout ça, tu n'hésites pas à mettre des commentaires et comme ça, tout le monde pourra en profiter. En route pour les travaux, encore une fois. Donc on reprend les travaux dans le petit appartement, on a la petite maison d'Eva, peut-être. Elle est malade. Chatounette. Et Chatounette est très malade, tu vois, elle est harnachée, elle a été chez le médecin. Première fois qu'elle va chez le médecin à Charolles, et elle est plutôt que satisfaite. Ouais, enfin, il lui a dit ce que c'était, enfin. Ouais. Partout ils disent en France qu'ils ne savent pas, il m'a dit que c'est un virus qu'il y en a plein qui en ont, qui part, qui revient, qui part, voilà. Qui revient. Il faut les antibiotiques, les corticoïdes, la ventoline. Tu vois un peu La ventoline. Moi je l'ai eu moins fort qu'elle, quand même, je trouve. Ouais. Moi je l'ai eu moins fort qu'elle. Toi, c'était plus au niveau là. Moi c'est les poumons. Elle c'est les poumons, c'est entre les deux poumons, tu vois. Tu vois. Pas cool, hein. Et ça va mieux, ça va moins bien, ça va mieux, ça va moins bien, c'est yo-yo, quoi. On a l'impression que c'est fini, un jour après, paf, la fièvre. De nouveau, c'est fini, paf, c'est autre chose, c'est dingue. On est avec Chatounette qui est bien malade, hein Chatounette? Ouais, là j'ai la crève, regardez mon nez. Voilà, c'est le nez tout rouge, et là on est en train de défaire le plafond. Alors le plafond, bon... tout est déglingué, hein, tout est les baguettes, tu les un petit coup de tournevis, ça se casse la gueule. Et puis là, tu vois, on a enlevé le lambris cache-misère et on va refaire avec un isolant parce que là il n'y a pas d'isolant. On va remettre de l'isolant et on va redresser un peu tout ça parce que ça c'est pas la même hauteur que ça, par exemple. Alors c'est un peu le bordel. Donc on va faire propre et puis on s'en fera un joli plafond tout lisse. Ça, j'ai remis pour soutenir un peu les... Alors, il n'y a pas d'humidité derrière. Hein. Il y a quelqu'un qui disait qu'il pouvait y avoir de l'humidité. C'est tout sec, en fait. Hein. Il n'y a pas un brin d'humidité. Le toit avait été refait. Hein, donc, bon, les bois sont un peu épais, mais au moins, ça tient. Si vous avez les prix sur les fenêtres, quelqu'un... parce que je vais changer la fenêtre. Elle veut changer le Velux. Parce qu'il pourrit. Il sent les champignons. Ils sont champignons noirs. Ouais. Champignons de Paris. Tu vois ? Ici, deuxième atelier, t'as la petite barchette des deux saucisses qui est là, tu vois, et qui est en train de décaper l'escalier. En fait, Eva, c'est tes mots, vas-y. Que c'est du sacrilège de recouvrir le bois avec quoi que ce soit. C'est pas possible, ils vont mieux faire du plastique, parce que recouvrir un truc qui est si magnifique avec une peinture, c'est n'importe quoi. Qu'est-ce qu'on va lui dire, les abonnés ? Tu devrais mettre des lunettes, Chatounette, parce que là... C'est pas bon d'avoir du décapant dans les yeux. Je sais pas, ça va pas dans les yeux. Ça va pas dans les yeux, bon. Voilà, mais enfin là voilà, tu vois, elle décape, et après elle va donner un coup de ponçage, après elle va le vernir, enfin elle va passer le mois certainement sur l'escalier, parce qu'il y en a un deuxième, hein, ce qu'on t'a pas dit, tu dois le savoir d'ailleurs, il y a 3 niveaux, il y a un deuxième escalier. Au-dessous, ils ont peinturé aussi, comment je vais faire là au-dessous ? Comment je vais faire ? Il faut venir m'aider. En plus, je suis malade. Ça suffit maintenant.
Tiens ton clou, en plus, il a Oh, merci beaucoup. Sur la tête, il m'a fait tomber parce que... La famille, voilà le morceau de... Alors j'ai fait des trous de réservation pour les spots, ils sont pas symétriques, Eva ne veut pas symétrique. Et là on a encore l'encadrement de la fenêtre à faire, qui est à découper un petit peu sur le côté. Mais ça, voilà, c'est... On va dire partiellement fini. Parce que maintenant il y a ce côté-là. Pépette, elle ronge ses ongles. Tu vois. En fait, qu'est-ce qu'elle fait, Chatounette? Elle fait les ongles, quelques jours après, elle commence à les ronger. Elle les refait, elle les re-ronge. Elle les refait, hein? Voilà, elle adore les gratter comme ça, un morceau. Après, quelquefois, l'ampérin, elle le recolle. Voilà, du bricolage, quoi. Et moi, j'ai décapé les escaliers. Voilà, on va voir. On va voir si c'est le boulot, il est correct ou pas. Un peu foncé. Et voilà, la marche, tu vois, voilà comment ça va ressortir. Ça ressort impeccable. Et disons, voilà, elle a commencé à décaper un peu, elle ponce, elle a fait le côté, là, tu vois. Il n'y a pas beaucoup de lumière, hein, alors on voit pas grand-chose. Mais voilà, elle s'est mise... en fait, elle a décapé un petit peu toute la... On va travailler l'après-midi, là. Elle se régale. Avec la ponceuse, le décapant, enfin, tu vois bien, hein, tout ce qui va bien. Demain, on va filmer le camping-car qu'on devait filmer mardi à cause des intempéries, on n'y est pas allé. Donc là, demain, on va le filmer et tu le verras. On te fera certainement un petit short et tu le verras la semaine prochaine, certainement mardi ou mercredi. Je vais commencer à te relater une expérience qui m'est arrivée en tant que professionnel du poids lourd. Je pense que c'est la seule pour moi personnellement, parce qu'après, en ayant travaillé avant, je t'en raconterai une autre, mais pour ce qui me concerne, c'est la seule qui m'a occasionné des problèmes. Je considère ça comme des problèmes. J'achète un lot de matériel à une boîte. Donc dedans, il y a des machines, il y a un camion ou deux, je sais plus, et il y a une remorque porte-engin en très bon état. Je pourrais plus te dire la marque, mais de toute façon, ça n'a pas grande importance. Donc les remorques porte-engin, c'est fait pour accrocher à un camion, et tu as un système d'attelage avec un système de freinage à air, hein, donc tu branches les manches d'air derrière le camion, hein, je te raconte un peu comment ça se passe. Et le crochet, ben, ça vient dans un espèce de gros crochet, alors il y a les crochets Rockinger, MG, ça vient fermer l'anneau et tu peux rouler avec le véhicule, il est freiné, etc. Bon, la procédure lorsque je vendais des véhicules, ben, c'était de les mettre en annonce dans des sites spécialisés comme Europe Camion par exemple, où tu as tout un tas de matériel, Europe Camion, Machinerie Zone, etc. J'utilisais plusieurs sources. Il y a une personne qui me contacte du sud-ouest et qui me dit « cherche ce type de remorque ». Donc je serais intéressé, est-ce que vous pouvez me donner les dimensions, la hauteur surtout, parce que c'est pour transporter un bulle. Donc je mesure la hauteur du plateau tout simplement et je lui communique. Je lui mesure la longueur, enfin voilà, je lui donne un peu toutes les caractéristiques et il me dit je la prends. J'ai dit d'accord, mais vous venez pas la voir. Parce que c'est quand même pour mettre une machine, donc si vous venez pas la voir, vous risquez d'avoir une surprise. Non, il me dit j'ai pas le temps. J'ai d'autres choses à faire, donc je vous la paye, je vous envoie l'argent, vous me dites combien ça coûte pour le transport, et vous me la faites livrer. Ok, là-dessus, donc je lui facture, à titre d'info, c'était une ACTM, c'était pas une remorque très récente, donc elle n'était pas très chère. Je lui ai vendu 7 500 €, plus le transport. Le transport, je sais plus, je crois qu'elle est partie par porte-char, ça devait coûter, c'est quand même relativement cher le transport dans le camion, et on était autour de 1500 ou 1700 €, je sais plus, bon. Il me paye, aucun problème. Le transporteur vient, il prend la remorque et il l'amène là-bas. Une fois là-bas, il m'appelle. Ah, il me dit, je suis déçu. Ah, je dis, pourquoi vous êtes déçu? Il me dit, je suis déçu parce qu'elle est trop haute. Il me dit, ah oui, mais je dis, vous me demandez la dimension. Je dis, moi, je vous la mesure. Après, qu'est-ce que vous voulez que je fasse d'autre? Oui, il me dit, bon, j'ai mis mon bulle dessus, c'est trop haut. Ah ouais, je dis, oui, d'accord. Je dis, moi, je peux rien faire pour vous, je suis désolé. Ah non, mais là, il faut me la rembourser. Ah, je dis non, vous venez la chercher, il faut me la rembourser. Je dis non, monsieur, je suis désolé. Je vous ai dit de vous déplacer, vous n'êtes pas déplacé, je vous rembourserai pas la remorque. Voilà comment ça démarre. Hein. C'est pour bien te resituer le truc. Là-dessus, j'ai plus de nouvelles. Une dizaine de jours plus tard, j'ai un appel. Il me dit, la remorque, elle est dangereuse. D'ailleurs, elle est tellement dangereuse que je l'ai perdue. En la remorquant avec mon camion, la remorque est partie dans un contrebas, elle a failli tuer quelqu'un qui faisait son jardin, tu vois un peu jusqu'où ça va,
Et du coup, ben voilà quoi, je peux même plus m'en servir et j'ai un muret à refaire parce qu'elle est passée à travers le muret. Voilà quoi. Donc maintenant, il faut qu'on trouve un arrangement. Voilà, il faut me la rembourser et puis je veux des dommages et intérêts. Je dis non, je suis désolé, je dis monsieur, là il y a un problème. C'est pas possible. Qu'est-ce qui se passe? Ça rentre en conflit, donc il fait appel à son assurance, protection juridique. Moi, je fais appel à la mienne, hein, puisque j'étais bien assuré à ce niveau-là. Et les experts se rencontrent. Ça veut dire que la remorque, elle a été dépannée par un garage. Et du coup, voilà, les deux experts se rencontrent. Moi, je suis sur place, ça discute. Et il a été déclaré ou vu dans cette réunion d'experts que le propriétaire de la remorque n'avait pas mis les manches à air. La remorque n'était pas freinée. En fait, cette remorque, elle lui prenait tellement le chou, il était tellement en colère de l'avoir acheté, de ne pas avoir pu se la faire rembourser, que il a roulé n'importe comment, comme un dératé. Il n'a pas mis les manches à air, la remorque n'était pas freinée, la remorque elle sautait comme ça derrière, et l'anneau, donc l'anneau c'est fabricant, hein, c'est ACTM, il y avait une paille dedans. Voilà, il y avait une paille, il y avait une faiblesse dans l'anneau en fait. Et du coup, l'anneau a cassé à l'endroit de cette faiblesse. C'est improbable en fait, hein, et on peut même pas dire c'est un vis caché, c'est même pas un vis caché. Moi, de mon côté, c'est pas moi le fabricant de la remorque, hein, donc j'y peux rien en fait. Dans la mesure où lui, il n'avait pas respecté l'utilisation de cette remorque, il n'avait pas mis ses manches à air, il a dit qu'au départ il avait mis les manches à air, mais le problème c'est que les manches, les flexibles, hein, c'est des flexibles, ils n'étaient pas cassés, ils étaient entiers. Alors la remorque s'est arrachée, et le crochet s'est cassé, mais eux, les flexibles étaient intacts. Au moment où le camion est arrivé au garage, les morceaux de flexible, hein, ce qui permet de fixer le flexible à air sur le camion, ils n'étaient pas sur le camion. Donc, voilà, déduction faite, je suis hors de cause pour les assurances. Sauf que, il a laissé traîner quelques mois, et il a fait une procédure en justice. Voilà. Il a oublié complètement ce que les experts ont dit, et il m'a attaqué. Il m'a attaqué pour vice caché. Donc il a eu un avocat, moi j'ai pris un avocat, c'était vers Cahors, j'ai pris un avocat à Cahors, et puis je ne me suis pas déplacé au tribunal, tu vois. Et en fait, elle m'a défendu mal. Donc en premier ressort, je suis condamné à payer 9 500 € sans récupérer la remorque. Et là, l'avocate m'appelle suite à cette décision, et elle dit on va faire appel. Alors ça m'avait déjà coûté 3 000 balles d'avocat. Hein. Donc 3 000 plus 9 000, tu vois un peu où ça m'emmène. Je lui dis, je réfléchis. Et je lui dis, écoutez, de la manière dont vous m'avez défendu la première fois, je pense qu'on ne va pas faire appel, je vais payer en fait. Je vais payer parce que ça va m'entraîner encore. Et si ça se trouve, je vais me retrouver avec bien plus à payer. Donc j'ai payé, à l'époque, ben oui, j'étais entrepreneur, hein, c'était... Voilà, c'est parti comme ça. J'ai regretté de ne pas avoir remboursé cette remorque au moment venu, parce que j'aurais pas eu tous ces problèmes. Mais voilà, ça c'est un exemple, tu vois. C'est un exemple qui peut être, malgré ma non-responsabilité, ben oui, j'aurais pu me défendre, hein, j'aurais pu me défendre et aller plus loin, j'aurais peut-être gagné, mais ça m'aurait coûté plus cher que le résultat. Tout ça pour te dire que quand tu entames une procédure comme celle-ci, même du côté de l'acheteur, de la personne qui se sent lésée, c'est très coûteux et ça prend énormément de temps. Ça dure parce que les tribunaux sont pleins et ils n'ont pas le temps d'aller gérer tout ça. Donc il vaut mieux s'arranger avec le vendeur et le vendeur pareil. Ça, c'est déjà une conclusion. Alors, maintenant, on va revenir au camping-car. Qu'est-ce qui peut faire que tu puisses considérer un problème sur ton camping-car comme un vice caché? Et qu'est-ce qui ne peut justement pas être pris comme un vice caché? Tu prends ton véhicule. Alors, il y a plusieurs paramètres. Si le véhicule a par exemple 25 ans, on va dire, ou 30 ans, voilà. Tu prends le véhicule, tu roules avec, et puis tu as quelques semaines plus tard l'embrayage qui patine, par exemple. Tu dis c'est un vice caché. Qu'est-ce qui va se passer? Tu vas téléphoner au propriétaire, il va dire écoutez, moi, vous vous rendez compte, le prix que je vous ai payé, je vous ai vendu le véhicule, en plus, bon, voilà, il est vieux, hein, bon, vous avez vu le kilométrage qu'il a. Toi, tu vas intenter une procédure où tu vas essayer d'avoir gain de cause. Qu'est-ce qui va se passer? On va te dire, monsieur, c'est une usure normale. Voilà. Tu ne peux pas considérer ça comme un vice caché. Tu vas casser la boîte,
tu vas casser un organe important dans le moteur, bah, il y aura une considération de kilométrage, bien sûr. Si tu as un véhicule qui a 400 000 km, on va te dire, monsieur, c'est logique, c'est normal, tu vois. Si par contre ton véhicule a 15 000 km, il t'arrive le même problème, bah oui. Là, et surtout si tu as acheté un professionnel, tu vas pouvoir mettre en avant que c'est un véhicule qui n'a pas de kilomètres. Il ne devrait pas avoir ces problèmes à ce kilométrage-là. Ça, c'est l'expert qui le détermine. Mais là, en effet, ça peut passer dans une autre catégorie. On peut considérer ça comme un vice caché. Sur un camping-car, c'est vaste. Il y a tellement de choses que c'est très difficile d'évaluer ce qui peut être considéré comme vice caché et ce qui ne l'est pas. Tu vas acheter un véhicule. Il a été hiverné, par exemple, tous les hivers. En fait, le véhicule, il est stocké perpétuellement à l'intérieur. Toi, quand tu vas voir ton véhicule, ou quand tu es professionnel qui a racheté ce véhicule et puis qui te le revend, ou je sais pas, il y a plein de possibilités, même s'il fait un contrôle d'étanchéité, tout est OK. Le véhicule est toujours au sec. Il prend jamais la pluie. Quasiment jamais. Toi, tu l'achètes. Et toi, il dort dehors. Et il pleut. Et il y a une entrée d'eau quelque part. Tu vas porter le P, donc qu'est-ce qui va se passer? Tu vas dire, ouais, c'est un vice caché, il y a de l'eau qui rentre. Tu vas prendre un expert, ou tu vas passer par je sais pas qui, par ton assistant juridique, tout, il va y avoir le même truc que ce que moi j'ai subi avec cette remorque. On va ouvrir, ils vont regarder, et puis ils vont dire, monsieur, l'eau, elle rentre là maintenant, mais elle rentrait pas avant, tu vois, par exemple. C'est sec, hein. Donc c'est pas un vice caché. Si par contre ton véhicule, ça s'est produit déjà hein, pour des abonnés, ils vont chercher un véhicule chez le concessionnaire, au moment où ils arrivent chez le concessionnaire, il y a déjà de l'eau qui rentre. Ils prennent quand même. Et après, ils me téléphonent catastrophé, le véhicule, l'eau, elle rentre. En fait, le véhicule, le concessionnaire avait été intervenu dessus et avait tenté de réparer une infiltration importante. Au moment où ils arrachent, parce qu'il vient tout seul, le papier du plafond, tout ça, tout vient tout seul. Et dessous, c'est tout pourri. Vice caché, bien sûr. Vice caché. Donc là, qu'est-ce qui se passe? Souvent, il téléphone, le concessionnaire, il va pas aller plus loin, il va reprendre le véhicule. Et ça, c'est en effet une condition où la vente peut être annulée. On peut annuler une vente pour ça. Parce que là, c'est important. Si tu as deux petites gouttes qui coulent à droite à gauche, tu vois, par des grilles, par des lanterneaux, par des fenêtres, tu peux rien faire en fait. Là, tu peux juste refaire faire l'étanchéité. À la limite, tu essaies de t'arranger avec l'ancien propriétaire pour qu'il participe. Mais voilà, c'est à son bon vouloir. Hein. Tu le vois même dans le neuf. Hein. Dans le neuf, tu vas acheter un véhicule neuf, tu vas avoir un problème dessus tout de suite. Et attention, il y a des problèmes, ils sont quand même costauds. Hein. Il y en a, les pare-brises sont mal collés, l'eau rentre dedans. Il y a plein de problèmes quand même assez importants. À partir du moment où le professionnel accepte de le prendre pour le réparer, il n'y a pas vice caché en fait. Il est de bonne foi, il veut réparer, tu peux rien faire. Bon, alors il y a des cas de figure un peu plus importants. Je vais t'en raconter une autre anecdote. À ce moment-là, je travaillais comme directeur commercial dans une boîte qui vendait des poids lourds. Hein. Donc moi j'étais acheteur-vendeur, je gérais toute la chaîne en fait, hein. Toute la chaîne de la vente. Bon. Ensuite, quand on reprenait des camions, nous reprenait des camions dans des grandes sociétés qui utilisaient ces camions régulièrement. Ils nous les vendaient à des prix qui étaient quelquefois vraiment très bas. Et moi, quand ils arrivaient dans notre structure, j'évaluais ce qu'il fallait faire. Et donc souvent, on les remettait en état, on les faisait propres et tout, puis ensuite ils repartaient quelquefois à 10 fois le prix d'achat. Hein. C'était énorme. Il y a une période où vraiment c'était énorme. C'est pour ça que l'inflation, l'augmentation des prix et tout ça, je connais très très bien. Et voilà, il y a des signes qui font que quelquefois, oui, ça c'est un autre sujet. Bon, on répare un camion hydrocureur. Hydrocureur, c'est une pompe, on appelle ça une pompe à caca. Hein. C'est pour déboucher les fosses septiques. Tu as dedans des tuyaux haute pression qui viennent déboucher les canalisations avec des têtes spéciales. Et tu as une aspiration pour aspirer les fosses. Voilà, ou pour aspirer les égouts, etc. Pour aspirer les déchets en fait liquides. Donc tout le matériel est fonctionnel. Tout est en parfait état. Tout est révisé. Le véhicule vraiment impeccable. Et j'ai demandé le remplacement de 2 pneus avant.
Voilà. Ensuite, moi, ça sort, ça rentre à l'atelier et moi, je m'occupe plus de tout ça. Une fois que tout est géré, le camion est prêt à livrer, le client vient le récupérer, il paye et il va travailler. Au bout de quelques mois, 4 ou 5 mois, on reçoit une lettre commandée. En fait, il y a eu un éclatement d'un pneu avant. La personne était chargée, il roulait donc chargé, la cuve pleine, il allait la vider. Il était avec son fils. Le pneu a explosé. Le camion est parti sur le côté, il a fait un tonneau. Voilà. Et là, oui, là en fait, que fait l'assurance? Et là c'est différent. Elle cherche un responsable. Et là, le responsable est tout trouvé. Il y a eu des expertises. Et les pneumatiques qui étaient à l'avant avaient plus de 10 ans. Voilà. C'était des pneumatiques qui étaient d'occasion, que la direction avait choisi, parce qu'ensuite, moi je donne mes directives, et puis c'est ensuite l'atelier qui gère, hein, l'atelier avec son chef d'atelier, avec la direction, et oui, ils ont des pneus d'occasion. Donc qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont monté des pneus d'occasion, et ces pneus d'occasion avaient plus de 10 ans. Donc au moment où ils ont démonté le pneu, ils ont regardé, ils ont expertisé, il y a eu une période où la date des pneus n'était pas inscrite sur le flanc. On a été responsable, en fait. Ça, c'était un vice caché, tu vois, par exemple. Et là, il est vrai que des choses importantes comme ça peut aller jusqu'au remboursement du véhicule. En fait, le remboursement d'un véhicule, suite à un problème, c'est lorsque ce problème t'empêche de te servir du véhicule. Voilà, il entrave la bonne marche du véhicule. Il y a des choses sur lesquelles tu vois bien, hein, un meuble qui casse, une connerie, en fait, ça t'empêche pas de te servir du véhicule. Donc, il n'y a pas de remboursement. Hein. Après, quelquefois, l'ancien propriétaire peut décider de te rembourser parce qu'il estime que les choses à réparer, il veut pas les faire, en fait, et ça va lui occasionner trop de frais. Donc, quelquefois, oui, ça peut aller, mais c'est une entente. C'est une entente avec l'ancien propriétaire. Je voudrais rajouter également que, de toute façon, lorsque tu fais appel à la justice pour ce type de problème, hein, pour des problèmes qui ne sont pas... quand c'est des petits problèmes, hein, je m'entends bien, souvent, ça passe par un médiateur de la justice. Ça veut dire que tu ne vas pas aller dans un tribunal, tu vas rencontrer quelqu'un dans une commune, dans une mairie, qui va essayer de gérer le conflit. Hein, il va essayer de vous mettre d'accord tous les deux, il va demander des engagements, si toutefois vous tombez sur un accord, et puis ces engagements, c'est lui qui va les superviser. Et ça enlève tous les problèmes qui s'ensuivent lorsque tu fais une démarche auprès de la justice. C'est souvent un médiateur de la République qui va gérer en tout premier lieu le problème, et si le médiateur de la République n'arrive pas à arranger les problèmes entre vous, eh bien à ce moment-là, ça part vraiment là au tribunal. Mais il y a quand même une marche avant, et heureusement d'ailleurs. Donc c'est souvent des gens, des anciens ou des avocats ou qui connaissent un petit peu les lois et qui vont essayer de faire pression sur un des deux partis. Hein. Oui, ça limite un peu le coût parce que c'est des procédures qui sont souvent gratuites et ça permet de tomber d'accord lorsque vraiment le dialogue n'est plus possible avec l'un ou l'autre en fait. Hein. Voilà. Souvent ça tombe sur un accord équitable pour les deux et voilà, et ça évite tous les problèmes. Vice caché, c'est très compliqué. On ne peut pas considérer quelque chose d'usé sur un véhicule qui découle d'une usure normale comme un vice caché. Ça, c'est pas un vice caché. Un vice caché, c'est par exemple, tu aurais eu un accident avec le véhicule, hein, le propriétaire aurait eu un accident avec le véhicule se serait fait percuter quelque part, et il aurait été réparé. Et tu détectes, on a eu dernièrement, il y a assez longtemps maintenant, une personne qui vendait un rapido, et au moment où j'étais en visio avec l'acheteur, eh bien, à l'arrière du véhicule, il y a 2 énormes équerres type charpente des 2 côtés, et au moment où on regarde à l'extérieur, en effet, il y a des traces de choc. Bon, on va supposer que la personne que je suivais à ce moment-là achète le véhicule. Là, des mois plus tard, il peut dire il y a un vice caché.
Ça, c'est un vice caché. Ils découvrent que ça, c'était pas d'origine, que ça a été mis pour consolider la paroi qui était enfoncée. Ils ont juste remis la paroi, ils ont remis ça, puis ils ont remis les couvercles, hein, les enjoliveurs, les angles sur le véhicule. Ben oui, ça, c'est un vice caché. Et là, le véhicule, tu te le fais rembourser, clairement. Hein. Voilà, tout le reste... Tous les petits soucis que tu peux rencontrer, et Dieu sait que, voilà, c'est pas en 2 heures ou en 3 heures que tu vas découvrir tout le véhicule. Hein. Tu vas pouvoir te faire une idée, tu vas pouvoir te sécuriser sur quelque chose, mais pas sur tout. Si ton frigo, il lâche 3 jours plus tard et qu'il marche plus, tu pourras rien faire, en fait. Hein, c'est une carte électronique, c'est machin. Tu vas pas pouvoir te faire rembourser, tu vas pas pouvoir te faire réparer avec l'appui de la justice ton frigo. Tout ce que tu vas pouvoir faire, c'est négocier avec le vendeur, en lui demandant s'il veut bien participer, parce que ça t'arrive que 3 jours après. Tout ce qui concerne, ce qui permet d'avancer, hein, moteur boîte pont, ben oui, là, oui, t'as des actions un peu plus costauds, et tu peux en effet te voir indemnisé pour des choses. Pour ces choses-là, mais pas sur des bricoles comme le frigo, comme le chauffage qui viendra s'arrêter. Toutes ces choses-là, elles sortent du contexte du vice caché. Ça, c'est autre chose. Hein. Alors, il y a tout ce que tu as vu aussi lors de l'achat. Si lors de l'achat, tu as détecté des choses, tu peux pas dire que c'est un vice caché. Alors après, il y a la mauvaise foi. Hein. Tu peux dire, ouais, mais bon... Mais tu peux pas aller dire, ouais, j'ai vu lors de la prise du véhicule que ça, c'était pas conforme. Ou que ça n'allait pas, ou que ça s'était cassé. Alors la plupart du temps, ce que je recommande, et là je vais parler pour le vendeur, au moment où la personne vient prendre le véhicule, s'il dit il y a ça, ça c'est cassé, le vendeur le fait notifier sur la facture. Manuscrit. J'ai vu lors de ma visite que ça s'était cassé. Lors de la prise du véhicule. J'ai constaté que ça, c'était... Voilà. Et là, après, ben, le vendeur est couvert, en fait. Parce que tout ce qui a été vu est reconnu. Et ce qui est reconnu, tu achètes en connaissance de cause. C'est pour ça que toi, si tu viens acheter un véhicule et que tu constates des choses comme ça, ben, fais-les réparer avant, ou arrange-toi avant, parce qu'après, c'est trop tard. Hein, si c'est reconnu, tu ne peux pas dire que c'est un vice caché. Hein. Voilà un petit peu dans les grandes lignes, hein. Il y a plein d'autres sujets, on pourrait développer une vidéo qui durerait 3 heures hein, là-dessus, franchement, tellement c'est vaste et chaque cas est particulier, hein, ça je le répète, chaque cas est particulier. En attendant, la justice ça coûte très cher. Donc quand tu pars en justice, ça dure des mois et t'es bloqué. Et donc il vaut mieux franchement un bon arrangement qu'un mauvais procès. Hein, voilà. Même si toi tu es dans ta position de vendeur, il vaut mieux discuter avec, surtout si tu es de bonne foi, discuter avec l'acheteur et vous mettre d'accord sur quelque chose, sur un accord, parce que tout peut arriver. Toi tu peux avoir un véhicule qui fonctionne très bien pendant des années, et puis d'un coup la personne vient de l'acheter, et puis 2 jours plus tard il a un problème. Et toi tu n'avais pas connaissance de ce problème. Donc, plutôt que d'aller envenimer et d'aller nourrir les avocats, et parce que c'est vrai qu'eux, ils en jouent de tout ça, il vaut mieux franchement s'arranger plutôt que d'aller trop loin, en fait. Après, quand tu vas trop loin, personne n'est gagnant, en fait. Hein, c'est ça le problème. Je vais te raconter une autre histoire pour terminer là-dessus. Ça ne concerne pas le camping-car, mais j'achète un appartement à Cannes, en fait. Je casse tout dedans. À l'intérieur, je refais tout. Ça veut dire que l'appartement ne me plaît pas, et puis je fais un passage. Je commence à faire un passage entre la cuisine et le séjour. Une ouverture, un passe-plat, on va dire. Bon, alors, c'est sûr que c'est des structures en béton, et il y a des séparations, donc c'est des murs qui ne sont pas très épais, entre la cuisine et c'est pas des murs porteurs. Ça, je l'ai su après, je le savais avant, parce que, mais ça a été constaté après par un ingénieur béton. Donc, on fait une ouverture, c'est un voile béton qu'on découpe à la disqueuse, donc ça fait beaucoup de poussière. On est dans une collectivité, hein, et là, on frappe à la porte. On frappe à la porte, et c'est des gens de la copropriété, le syndic, avec des représentants. Il me dit, on peut rentrer ?
pour voir ce que vous faites. Je vous en prie, je n'ai rien à cacher. Voilà, on est en train de faire une ouverture. Il regarde. Alors j'ai quand même mis 2 gros IPN, hein, un IPN pour pouvoir, au cas où, en fait, hein, qu'il n'y ait pas de morceaux de cloison qui me tombent sur la gueule. Et il me dit, écoutez, je préférerais que vous fassiez constater ça par un ingénieur béton. Et il dit, ensuite, moi, je le ferai ratifier, on le fera ratifier à la réunion des copropriétaires. Ok, c'est bon. Je fais venir un ingénieur béton, l'ingénieur béton regarde, aucun problème, il me fait le certificat, je l'envoie à la copropriété. Entre-temps, je reçois un référé. Et je suis invité à comparaître au tribunal de grâce pour répondre de tout ça. Alors je comprends pas. J'appelle la copropriété et là elle me dit ah mais on fait pas n'importe quoi. C'est un mur à l'intérieur de chez moi, hein, à l'intérieur. Et là, on part dans des procédures. Et au référé, les juges, ils voient pas ce qui se passe, ils savent pas. Ils me condamnent à réparer, à reboucher. Et si je rebouche pas, j'ai une date butoir, 100 € d'astreinte par jour. Ça veut dire que je suis condamné à réparer et ils me disent, à la fin, il faudra le faire constater par un huissier. Voilà, il faudra faire un constat d'huissier comme quoi vous avez bien réparé. Ok. Je m'exécute tout de suite. J'achète du matériau, je rebouche. Et je fais constater par huissier. De bonne foi, même pas, je vais faire vite venir l'huissier avant même de recouvrir ce que j'ai fait. Hein. Avant de remettre les enduits et tout ça, je fais venir l'huissier, il constate, aucun problème. On envoie ça, et ça passe. Quelques mois plus tard, je reçois une nouvelle convocation au tribunal. La copropriété me demande la liquidation de l'astreinte parce que je n'ai pas rebouché le mur à l'identique. C'est pas du béton. Donc là, on part dans un truc. Je suis obligé de reprendre un avocat. Et là, ça part. Je ne vais pas tout te décortiquer, mais je suis obligé de prendre un artisan pour reboucher le mur. Béton. Donc ils viennent, ça me coûte, je sais plus combien, énorme, 3000 balles je crois. On était au 11e étage. Expert, cette fois-ci, expert judiciaire, pour venir constater, etc., etc. L'histoire, elle a duré, pour te résumer tout, 4 ans. Ça s'est soldé par un appel à la cour d'appel d'Aix-en-Provence. Donc j'ai dû reprendre un autre avocat. J'ai gagné. En fait, la liquidation de l'astreinte n'avait jamais lieu d'être. Au moment où j'ai rebouché, le fait que c'était un huissier de justice qui avait été demandé par le tribunal, ça suffisait. Il n'y avait pas besoin de faire tout ce cirque. Mais la justice, c'est comme ça, si tu veux. Tu pars sur quelque chose de faux, mais ce quelque chose de faux, il prend des proportions, et au final, c'est un tout petit détail qu'il fallait juste mentionner au moment où eux, ils ont demandé une liquidation d'astreinte, que l'avocat n'a pas fait, parce que ça les arrange pas, en fait. Ça les arrange pas, ou ils sont incompétents, ils ont envie que ça continue. Total de l'histoire, ça m'a coûté 35 000 €, l'histoire. 35 000 € pour une ouverture. Et au final, à la cour d'appel d'Aix-en-Provence, a été déterminé que j'étais dans mon bon droit d'ouvrir la cuisine, entre la cuisine et le salon. Tout ça sur des mensonges, d'où l'importance de tout faire noter. Voilà, c'est juste pour te dire un petit peu où ça peut t'entraîner et dans quelle proportion. En fait, j'aurais jamais dû le faire, ce trou. Alors l'appartement, on a fait une plus-value, je l'ai revendu, la plus-value a couvert largement les 35 000 € que ça m'a coûté, mais bon, le nouveau propriétaire m'a signé quelque chose, comme quoi il était au courant qu'il y avait cette procédure en cours, parce qu'au moment où j'ai vendu, la procédure était toujours en cours, hein. Je crois que c'est 7 ans au total. Je dis 4 ans, mais c'est 7 ans. Voilà l'histoire, voilà où ça t'entraîne. En fait, quand tu fais appel à la justice avec ton argent, tu alimentes une économie. Et cette économie, elle te fout à poil. Voilà. Voilà pour ces petites précisions légères. Hein. Je peux pas, chaque cas est particulier encore une fois. Maintenant, ne pense pas que parce que tu as un petit truc qui s'est déclaré dans ton véhicule,
ça peut faire de ça un tremplin pour pouvoir te faire rembourser le véhicule ou te faire indemniser. Voilà, souvent ça te coûte plus cher que ce que ça te rapporte, hein, donc comme je te le dis, il vaut mieux négocier avec le propriétaire, et le propriétaire de ton côté, couvre-toi, parce que tu peux aussi tomber sur des malveillants qui vont te foutre au procès pour un rien en fait, hein. Voilà, hein, couvre-toi par des écrits, au moment où le véhicule sort de chez toi, s'il y a constaté des choses, par l'acheteur, fais-le toi noter, parce qu'après il risque de te le foutre sur le dos parce qu'il a envie de changer de véhicule, parce que le véhicule lui plaît pas, ou parce que, voilà, ça des deux côtés, il faut se couvrir, hein. Voilà pour ces petites précisions concernant les vices cachés. N'hésite pas en commentaire à apporter ta pierre à l'édifice, si toutefois tu as des choses et des histoires particulières à raconter. Ça va, c'est calme. Bonjour. Nous, c'est déjà vu. Alors, dis-nous tout, ma chatounette. Alors, moi, je vais vous saouler avec ma boutique. Boutique. J'ai encore refait les derniers soldes. C'est gratuit. C'est gagner zéro, c'est précotant. Vous allez vous commander, je vous paye. Presque. Allez, jetez un coup d'œil. Parce que ça vaut le coup maintenant. Ne jetez pas trop fort, par contre. Il faut vraiment que je me débarrasse de stock pour commander, parce que là, on va faire des jolis trucs avec le camion. La collection du camion, ouais. Alors, il faut vraiment que je... Qu'elle débarrasse. Non, mais je n'étais pas Tout doit disparaître. Sinon, mon petit chat d'amour, il s'en va demain. Oui. Ça fait 15 jours qu'on est tous les deux, hein, Pépette. Alors, si tu devais... ça fait 15 jours qu'on vit dans mon camping-car, mais que la journée, on bouge. Hein, on va travailler un peu. Alors, on n'est pas allé tous les jours. Mais, alors, dis-moi, ta conclusion de la semaine. Vas-y, lâche-toi. Non, c'est comme si on rentrait à la maison. Et c'est vrai que même quand on a un grand appartement, quand on rentre, le soir, on reste souvent dans le canapé, on fait ce qu'on a à faire, on reste au canapé. C'est sûr que c'est plus confortable quand même d'être dans un grand canapé à la maison que dans un camping-car. Ça, il ne faut pas nier, hein, il ne faut pas raconter des cracks non plus. Même si ton canapé, il est confortable, mais si on veut se mettre à deux sur le même... Il y en a un qui a une fesse dehors, quoi. C'est ça que tu veux dire. Voilà. Mais enfin, voilà, on rentre, on est bien quand même, on se pose, on est tranquille, hein. Tout va bien, il faut bouger, il faut faire des choses, pas rester c'est sûr. Minouchka, en tout cas, pour ceux qui demandent comment le chat, elle s'adapte très bien. On n'a pas roulé, hein. On n'a pas roulé cette fois-ci. Voilà. Du coup, elle est tranquille, allongée sur le lit, dans toutes ses positions. On n'a pas roulé. Le programme, parce qu'il y a un petit programme, un semblant de programme, on va dire. On va devoir aller en Pologne. Ça, c'est sûr. Début du mois de février. Donc, pour aller en Pologne, on va s'arrêter à Berlin. On va voir si avec la personne qui s'occupe de l'IMAT, on peut voir le camion et puis prendre des mesures. Ensuite, en Pologne, il y a 2 sites sur lesquels je voudrais qu'on s'arrête pour visiter ce qu'ils ont un peu en pièces, en camion. Je sais qu'il y a un endroit où il y a un Ural, justement, sur lequel ils vont l'upgrader. Ça veut dire qu'ils vont mettre un moteur plus récent. On va aller le voir quand même, hein, pour voir un petit peu comment ça se passe et comment il est ce camion. Et puis ça, c'est dans un premier temps. Et dans un second temps, on fera peut-être un petit road trip quand même, d'une petite semaine. Qu'est-ce que t'en penses ? Parce qu'on a des véhicules à visiter encore. Alors, je vais certainement en faire tout seul, mais il y aura certainement des véhicules qu'on ira voir en camping-car et on profitera pour faire un peu de tourisme. Ouais. Voilà. En espérant qu'il ne va plus neiger, parce que c'est quand même chiant. C'est vrai que s'il neige... il faut... mon véhicule est amphibie, mais bon, quand même. Amphibie ? Amphibie. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il va dans l'eau, il nage. Ah, ton camping-car ? Si tu le retournes. Ah. Voilà la famille, sur ce, je pense que c'est à peu près tout ce que tu avais à dire. La boutique, c'est là. Oui. C'est là, tu vois, la boutique. Voilà. Donc la boutique, tu cliques dans la description, tu cliques, tu vas sur la boutique. C'est des bonnes affaires. Vraiment, les pantalons, monsieur, et pour les femmes, monsieur, dame, sont vraiment magnifiques. Ils tombent super bien. Ah oui. Ils sont vraiment chouettes. Très juste. À tout bientôt, à mardi soir 18h30 pour nous, pour la visite de cette Eura Mobile qu'on est allé visiter à côté de Limoges. Ciao, ciao.